Eh bien voilà, nous reprenons la parole sur la scène l'Agora. Je suis en compagnie de Sophie Nguyen qui va venir nous joindre à l'instant. Sophie est directrice développement du réemploi chez Citeo, entreprise qui permet de réduire l'impact environnemental des emballages et papiers et dont nous connaissons tous le fameux bac jaune. Eh bien, elle nous présente les travaux du projet Hiens, initié en 2022. Il y a rassemblé de nombreuses personnes à l'occasion des réunions et les Hiens Day. Sophie nous parle du projet et de son déploiement à venir sur les 4 régions françaises. Bonjour Sophie, on peut l'applaudir. Ah oui, c'est vrai. Je pense que quelqu'un de la technique va nous apporter une petite zapette pour le slide. Dans quelques instants, vous allez démarrer cette conférence. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. J'ai vu que vous êtes même venue avec... Tout à fait, avec des prototypes pour rendre la présentation un peu plus vivante, un peu plus palpable. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis là pour vous parler d'une grande démarche que l'on a initiée, comme Juliane vient de le dire, dès 2022. Merci beaucoup. Pour développer à plus grande échelle et plus rapidement le réemploi des emballages. Alors, le réemploi des emballages, c'est ce que l'on appelle plus communément la consigne. Donc, des emballages qui vont être récupérés pour être lavés et restitués à nouveau aux industriels et remis en marché. On connaît beaucoup l'exemple de la bouteille. Là, l'ambition, c'est de pouvoir aller au-delà des produits de la boisson. Alors, les raisons pour lesquelles Citeo, qui est donc l'éco-organisme, un des éco-organismes sur la REP des emballages ménagers, s'est saisi du sujet, c'est que on constatait qu'il y avait des boucles existantes et des solutions de réemploi à l'échelle d'une région en Alsace et puis un petit peu partout en France au début des années 2020 à des échelles assez locales. Et quand on a interpellé nos clients, qui sont les metteurs en marché, qui sont les distributeurs de la GMS, sur les raisons pour lesquelles le réemploi n'était pas encore largement déployé, ils ont évoqué au moins 3 enjeux auxquels ils n'arrivaient pas individuellement à trouver de solution. Il y avait évidemment un enjeu économique. Dans le cadre d'expérimentation, on pouvait essayer le réemploi, mais on avait du mal à se projeter sur un vrai modèle d'affaires. Les industriels n'avaient pas un PNL durable sur le réemploi, puisque les solutions de réemploi étaient encore, quand on les comparait à l'usage unique, donc globalement, une bouteille lavée comparée à une bouteille neuve sortie des fours verriers, elle n'était pas compétitive. Il y avait aussi un enjeu organisationnel. Il y avait besoin de se parler et de convenir de règles de responsabilité entre l'industriel et le laveur, de règles de fréquence de collecte, par exemple, entre le transporteur et le distributeur. Et c'était pas monnaie courante, c'était pas un sujet pour lequel ils avaient une instance qui leur permettait d'échanger et de s'organiser collectivement. Et puis le dernier point, c'était le parcours consommateur. On se parle d'emballage, mais en fait, dans les emballages, ce sont des produits. Et il fallait que ce produit soit attractif pour le consommateur. Et donc pour ça, il fallait par exemple que je puisse acheter une bouteille dans un magasin et que quand elle est vide, si j'en visite un autre magasin, je puisse la restituer dans cet autre magasin. Autrement, on crée de la rupture et on crée autant de raisons pour lesquelles le consommateur ne suit pas le réemploi et n'adopte pas le réemploi à long terme. On a donc lancé cette démarche que l'on appelle Reuse. Ça veut dire réemploi en anglais. Bon, jusqu'à présent, ça nous permet d'identifier ce projet avec l'ambition de changer l'échelle des emballages alimentaires consignés pour réemploi en GSA. Je voulais juste vous rappeler, vous dire rapidement que on a commencé dès 2022 avec d'abord un travail très théorique. On a étudié la performance économique, la performance environnementale de ce dispositif national. En fait, est-ce qu'on y va? Est-ce que les chiffres nous permettent d'y aller sereinement? Parce que ça va être long et fastidieux. Et l'étude était convaincante. Ensuite, on a rassemblé les acteurs, donc les metteurs en marché, les marques. On a rassemblé les distributeurs. On a rassemblé
rassembler aussi les opérateurs de réemploi qui ont contribué à construire cette vision cible. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler si on était tous organisés à l'échelle nationale pour faire du réemploi. On a organisé un premier Reuse Day, c'est des événements qui nous permettent de partager largement l'avancée de nos travaux. Ça permet d'échanger aussi avec la communauté. On se parle de entre 300 et 500 personnes sur place et en visio qui nous rejoignent à chaque Reuse Day. Des sprints thématiques pour vraiment rentrer dans les sujets très opérationnels. Bon, concrètement, on veut que le consommateur restitue l'emballage vide. Quel équipement, quels sont les messages, quel est le parcours, un peu comme sur un distributeur automatique de billets. Vous pouvez passer d'une banque à l'autre, mais globalement, vous vous y retrouvez. Comment on construit ces repères-là? On est rentré vraiment dans toutes les étapes de la boucle avec les acteurs de l'écosystème. Et puis, surtout, là, dernièrement, et en 2024, on a défini des modalités d'accompagnement et des modalités financières. Parce qu'en fait, cette vision, elle sera autofinancée le jour où il y aura les volumes, le jour où il y aura un déploiement large. On n'y est pas. Et du coup, dans cet entre-deux, il faut aider. Et il faut aider financièrement. Je vais revenir sur la manière dont Citeo contribue aussi à cette vision. C'est long. Ça fait déjà bientôt 3 ans qu'on a démarré les travaux et c'est normal parce qu'en fait c'est très complexe ce qu'on essaye de faire. On essaye d'imaginer et de mettre en place un dispositif qui permette le réemploi mutualisé entre les magasins, entre les industriels, qui soit déployable sur tout le territoire national et qui soit compétitif d'un point de vue financier. Le concurrent du réemploi, c'est l'usage unique et aujourd'hui il est très compétitif. Donc on a travaillé sur cette boucle. Alors on a des vidéos sur le LinkedIn de Citeo que vous pouvez retrouver qui permettent d'expliquer en 3 minutes la boucle. Mais concrètement, les emballages, ils sont mis en marché dans les rayons. Un consommateur, une consommatrice va acheter un jus, un pack de bouteilles de bière et puis peut-être un pot de confiture. Ces emballages, ils sont réemployables, ils sont consignés. Il y a une consigne monétaire que je dois payer au moment où j'achète le produit. Et ensuite, je vais pouvoir le ramener dans l'un des magasins qui font partie du dispositif. Je déconsigne, donc je récupère ma caution monétaire, je restitue l'emballage, et cet emballage, ensuite, il est collecté, lavé, séché, inspecté avant d'être restitué à des industriels. Et puis cette bouteille, elle peut être utilisée par une brasserie A la première fois et ensuite elle va être utilisée par une brasserie B pour la deuxième boucle et encore une autre pour la troisième boucle. Ça, c'est le principe des emballages standardisés qui sont mutualisés. C'est assez nouveau en France, ça se voit encore une fois beaucoup en Alsace. Il y a 2 brasseurs par exemple qui partagent un parc d'emballage commun. Pour le reste du territoire, c'est beaucoup de révolutions à chaque niveau de la boucle. Et je voulais vous raconter en quelques minutes comment on a envisagé que les acteurs contribuent à chaque étape de la boucle. Et comment est-ce que toute cette boucle va s'organiser en fait ? Alors ça, c'était... c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On commence par cette grande région qui se situe dans le nord-ouest de la France et on va observer et mettre en place pour observer et apprendre de ce dispositif sur 18 mois, à partir du mois de mai 2025 jusqu'à la fin de l'année 2026. Non, c'était pour savoir un peu plus sur comment est-ce que toute cette boucle peut s'organiser. Alors ça, c'était un des sujets clés quand on discutait. Tout à l'heure, je parlais de responsabilité partagée entre les laveurs et les industriels. On se parle de produits alimentaires, donc forcément des exigences de qualité, des exigences sanitaires qui sont non négociables. On n'a pas envie de prendre le risque que la bière ait un niveau de qualité différent juste parce qu'elle est dans un emballage réemployable. Les industriels se disent exactement la même chose. Et donc, comment est-ce qu'on met en place un système de responsabilité, puisque ma bouteille, une fois qu'elle est mise sur le marché,
je ne sais pas par où elle va passer. Je ne sais pas par quel laveur elle va passer. Elle va passer par un des laveurs partenaires. Et puis peut-être que je vais récupérer exactement cet objet, mais peut-être que je vais récupérer sa sœur jumelle. Et donc, il y a besoin de mettre en place un certain nombre de contrats et d'engagements et de responsabilités entre les acteurs. Alors, je vais le montrer quand même, mais je vais pas le détailler. C'est juste pour vous expliquer la complexité. En fait, il faut mettre en musique tous ces acteurs-là. Les metteurs en marché qui vont utiliser des emballages standards. Certains metteurs en marché, eux, vont continuer à utiliser ce qu'on appelle leurs emballages iconiques. On peut penser à une marque de soda qui utilise sa propre bouteille. Ils ont des alternatives réemployables. Et donc, certains metteurs en marché vont avoir besoin de ces emballages-là qui sont mis en commun. Et puis d'autres, ils vont récupérer leurs propres emballages. Les distributeurs, il faut que tous les magasins soient équipés d'éléments de récupération. Il faut qu'ils mettent tous en place un parcours, une PLV, des messages auprès du consommateur qui soient cohérents les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas avoir un magasin qui dit l'arrivée du réemploi dans mon magasin et puis un autre où c'est camouflé et on n'arrive même pas à trouver les produits. Il faut une certaine harmonie aussi au niveau des pratiques distributeurs. Et puis ensuite, l'emballage, il faut le récupérer. Donc, on parle de transporteur. Il faut le trier, il faut le laver, il faut le sécher et l'inspecter. Donc, encore une fois, là, on parle d'industriels qui gèrent leurs propres outils d'exploitation. Tous ces industriels-là, ils doivent aussi rentrer dans un cadre commun. On parle aussi des fournisseurs d'emballage, les verriers qui vont produire ces bouteilles et qui doivent se plier à un certain nombre d'exigences. Je vous parlais de la sœur jumelle de cette bouteille. Il faut vraiment qu'elle soit identique. Sinon, une fois qu'on aura mélangé les lots et qu'on va livrer des palettes aux industriels, si c'est pas exactement la même hauteur, si c'est pas exactement le même diamètre, à vraiment quelques millimètres près, qui correspond un peu on va dire à la tolérance verrière des outils, et ben ça casse. Des arrêts de production, c'est un coût énorme pour les industriels. Donc tout ça, c'est pas envisageable. Comment on orchestre tout ça ? Alors, Citeo s'est engagé à prendre le rôle de facilitateur, d'organiser toute cette réflexion. On prend aussi le rôle d'aidant financier. On prend exceptionnellement le rôle aussi de mettre en place une chambre de compensation pour la consigne monétaire. C'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on avait besoin d'un chef d'orchestre. On avait besoin, c'est ce que vous voyez, la boîte qui est bleue ici, qui s'appelle fournisseur de services. On avait besoin d'un pilote dans l'avion, un pilote qui puisse travailler avec les laveurs pour qu'ils soient tous conformes aux exigences, qui puisse travailler avec les metteurs en marché pour leur garantir « Oui, j'ai bien compris que tu voulais 3 palettes de cette bouteille pour le mois de mars et 6 2 mois après. » Je schématise. Un pilote pour travailler avec les distributeurs en disant mais en fait là voilà, le parcours conso il doit être mis en place de cette manière-là. Voilà l'équipement de récupération, la RVM que tu pourras mettre dans ton magasin. Et donc ce fournisseur de services aujourd'hui il n'existait pas en France. Il y avait des opérateurs de réemploi qui géraient leurs boucles, mais les boucles n'étaient pas interopérable. On avait un certain nombre de solutions dans un magasin et puis si on allait 150 km plus loin, on avait une autre boucle avec d'autres repères, potentiellement d'autres produits. Donc ça, c'était un gros enjeu de pouvoir travailler ce schéma avec l'ensemble des acteurs et on l'a fait avec les metteurs en marché et les distributeurs. Et puis, l'étape d'après, c'était effectivement de travailler sur l'émergence de ce fournisseur de services à qui on allait confier l'organisation de cette boucle. Est-ce que cela concerne quel type de produit ou bien quels sont les emballages éventuellement vraiment concernés? Là, on a un exemple, mais peut-être ce ne sont pas les seuls. Oui, bien sûr. On se parle beaucoup de... Il faut qu'on sache de quelle offre de produits il s'agit. Alors, concernant cette activation dans 4 régions de France, on est parti de 3 hypothèses.
La première, c'est que ce sera le moment où on va utiliser pour la première fois des emballages standardisés Aircare. Donc c'est une gamme d'emballages. Je vous en ai amené deux exemples ici. Le bocal fraîcheur 1 litre pour tout ce qui va être jus, soupe, produits liquides. Et puis vous avez ici l'exemple de la bouteille de bière 33 centilitres. Elle existe également en 75 centilitres. Il y a également deux projets de pots. Le pot 450 millilitres plutôt pour les produits frais. Et puis le pot 720 millilitres qui correspond plutôt aux normes de l'épicerie et des produits pasteurisés. Et puis enfin, on a une bouteille goulot étroit, plus pour les eaux minérales et les sodas, les boissons non alcoolisées. Donc ça, c'est notre plan de travail. Wow, notre plan de travail et notre plan de livraison des emballages Aircare tout au long de l'activation 4 régions. On a aussi, puisque tous ces emballages, ils sont en train d'être produits par les verriers, c'est un process qui est assez long. Donc le bocal fraîcheur, il est déjà disponible, la bouteille de bière 75 aussi, et puis les autres, ils vont venir au fur et à mesure qu'on avance avec les verriers. Et donc dans cet intermédiaire, on a décidé d'intégrer tous les équivalents de la gamme d'emballages réemployables qui a été qualifiée par l'association Réseau Vrac et Réemploi, qui est déjà apte à qui a été testé pour confirmer qu'ils étaient aptes à des boucles de réemploi répétitives. Et puis je l'ai mentionné tout à l'heure, certains emballages iconiques qui sont donc la propriété des marques à condition que le matériau soit apte au réemploi, que le système de lavage soit déployable, qu'il y ait bien une solution de lavage et à condition que l'EAN, donc le code barre qui identifie le produit, soit différent de la référence à usage unique. Ça, c'est très important de le préciser. Sinon, il ne peut pas y avoir de porosité entre la solution usage unique et la solution réemployable. Donc, on est sur des produits boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées et des produits alimentaires avec les deux solutions de pot. C'est le périmètre de jeu qu'on s'est donné pour cette activation 4 régions. Et ensuite, on a interpellé les industriels l'année dernière pour qu'ils nous remontent leurs chiffres prévisionnels. Certains n'étaient pas autour de la table au moment où on l'a fait. C'est pas grave, puisque comme vous le voyez, on sait bien que le portefeuille produit, il va s'étoffer au cours de cette activation. On va démarrer avec un certain nombre de produits à partir de mai 2025. Et puis on l'espère, ça va augmenter. Les marques vont se mobiliser. Certaines marques vont rajouter des références produits. Voilà comment on envisage les choses. Donc à partir du moment où vous distribuez des produits alimentaires sur l'une des 4 ou sur les 4 régions qu'on a évoquées, vous êtes concerné par l'activation régionale et pour faire partie de cette aventure, cette grande aventure collective. Il y a une autre chose aussi, nous sommes tous concernés, hein, vous et moi, autant que consommateurs, parce que comment on fait pour embarquer les consommateurs pour acheter précisément ces produits et surtout, comme les fait faire aussi, se souvenir, mettre ça dans les usages, de les ramener pour que ça devienne vraiment le jeu de la consigne, quoi. Exactement. C'est capital pour qu'on rentre dans nos frais, hein. On ne va pas se mentir. Il faut que les emballages y reviennent. Sinon, en fait, on déploie l'artillerie lourde pour des emballages qui finissent au mieux dans les bacs de recyclage, mais c'est vraiment pas leur destinée. Leur destinée, c'est de revenir. Donc, on ne peut pas se louper sur l'adoption du réemploi par les consommateurs. Et donc là, on a vraiment un travail de pédagogie à faire. Souvent, on nous demande, mais pourquoi vous ne faites pas comme en Allemagne? Pourquoi vous ne faites pas comme en Alsace? Après tout, ça fonctionne. Alors, en Alsace, c'est intégré dans la culture régionale. Ils n'ont jamais arrêté la consigne pour réemploi sur certains types de boissons, la bière, les eaux et certains softs. En Allemagne, tous les emballages boissons sont consignés, soit pour réemploi, soit pour recyclage. Donc, il n'y a pas vraiment de pédagogie à faire. Ils ont basculé dans un monde où chaque emballage boisson est consigné, je dois le rapporter en magasin. En France, c'est pas comme ça qu'a été écrite la loi. Et donc, on doit faire émerger cette solution, cette alternative. Et il faut qu'elle soit comprise, crue, et il faut qu'elle soit choisie.
Donc pour nous, on doit vraiment travailler sur deux types de communication, pardon. Une communication socle, c'est ce que vous voyez en bas de cette structure, où là, l'objectif, c'est que les consommateurs sachent que ça existe, qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité de choisir tous ces produits en emballage consigné. Pour ça, il faut qu'il y ait une sémantique harmonisée. Il faut qu'on parle le même langage. Il faut qu'on dise un emballage qui est consigné pour réemploi et peut-être pas réutilisable dans un magasin, réemployable dans un autre. Il faut aussi qu'il y ait des codes graphiques et des repères communs. Si vous prenez les transports en commun, par exemple, vous vous rendez compte que l'opérateur, il travaille à ces repères-là pour que vous sachiez que ça, c'est une ligne de bus, alors que ça, c'est une ligne de métro. Il faut que ça devienne comme ça des réflexes, des choses que vous sachez sans même avoir compris que vous en faisiez l'acquisition de connaissances. Intégré, quoi. Voilà, vous l'avez intégré sans même vous en rendre compte. Des messages clés cohérents, notamment sur la boucle retour, comment est-ce que c'est lavé, comment est-ce que c'est inspecté, comment est-ce que les industriels récupèrent ces emballages-là. Ça, c'est le socle commun sur lequel nous, on a décidé, Citeo, d'apporter des éléments. Je vais vous les montrer avec des visuels. Et puis ensuite, il y aura évidemment la communication propre à chaque marque, les marques distributeurs et les marques industrielles qui doivent s'approprier cette solution et qui doivent donner envie. Nous, on ne s'occupe pas du produit à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le domaine et l'univers des marques. Donc je vous parlais d'avoir des messages clés qui soient cohérents et qui permettent aux Français et aux Françaises de comprendre. Ça passe par expliquer la boucle très concrètement. Je choisis un produit, je le consomme, je rapporte l'emballage vide, je récupère le montant de ma consigne et ensuite cet emballage, il va être envoyé au lavage afin d'être à nouveau rempli et proposé en rayon. Ça passe aussi par avoir un balisage en magasin, des stop rayons, des kakémonos avec la même couleur, la même typographie, les mêmes messages qui sont relayés et qui sont communs à l'ensemble des magasins et des produits. Avec un rappel sur le produit et sur l'emballage lui-même. Il y a peu de choses qui ressemblent à un emballage en verre qu'un autre emballage en verre. Celui-ci, on a prévu de le récupérer pour le transporter, le laver et l'inspecter. Celui qui est à usage unique, non. Il n'est pas prévu pour ça. Il n'y a pas eu de financement, il n'y a pas eu d'organisation pour le récupérer. Donc celui-ci, on veut le récupérer. L'autre, il va au recyclage. Donc c'est important de pouvoir faire la distinction aussi directement par le consommateur. Donc nous, on a prévu des tests et des études pour bien comprendre la réaction, la compréhension des consommateurs et pouvoir évaluer l'impact de tous ces éléments-là. On a aussi prévu de lui parler en dehors du magasin, en dehors de l'acte d'achat. Et donc là, on est émetteur d'une campagne de communication nationale que vous avez sûrement vu, je l'espère, à partir du mois de novembre de l'année dernière. Réemployons encore et encore, justement pour commencer à mettre sur le tapis cette notion d'emballage réemployable. Et ce dispositif de communication, il va être au national et décliné aussi au niveau régional, resserré sur le dispositif reuse. Donc au national, on a aussi parlé de vrac, on a aussi parlé de système de recharge. Au régional, on resserre sur ces emballages-là qui sont réemployables, les emballages consignés pour réemploi, avec un univers graphique qui fera le lien avec la PLV et tous les messages en magasin. Et en termes de planning, donc on a lancé cette première campagne nationale en novembre. Elle sera à nouveau émise sur l'ensemble des chaînes à partir du mois d'avril. Et en mai, on aura cette déclinaison régionale pour bien faire le lien avec l'arrivée des produits en magasin. Voilà ce que je voulais vous dire sur le consommateur. Là, on a vu donc le modèle opérationnel, comment est-ce que la boucle elle se fait. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons encore continuer D'accord, très bien. Parce que je pensais que cette dernière boucle que vous avez montrée, c'était déjà la façon d'opérer. Mais on a encore des choses à découvrir. Oui, j'ai juste quelques éléments à vous partager sur le modèle opérationnel. Oui, tu as raison. On a vu la boucle et on a vu comment ça allait se mettre en place.
Je voulais juste revenir sur comment nous, on contribue à rendre cette boucle faisable et surtout abordable pour les bénéficiaires, donc les metteurs en marché qui utilisent ces emballages consignés. Donc en fait, on a identifié, quand on a fait nos études et nos modélisations, on a identifié les points névralgiques. C'est-à-dire les étapes où il y a besoin d'un véritable investissement financier pour que les équipements soient disponibles, alors que les emballages ne sont pas encore là. Parce que c'est ça qu'on va démarrer. Donc, il existe des emballages qui sont récupérés et qui sont lavés aujourd'hui. Mais nous, on a besoin déjà de mettre en place l'étape d'après pour être prêt quand tous les produits, et on espère quand tous les consommateurs vont ramener les emballages vides. Donc globalement, les points névralgiques, ça a été de travailler sur la récupération en magasin. D'abord, on a travaillé avec les fournisseurs de machines de déconsignation pour leur dire, en fait, nous, on a besoin de machines qui font ça. On l'a vu avec tous les distributeurs, avec tous les industriels. On a besoin qu'on puisse faire le remboursement sur carte bleue, par exemple, de la consigne monétaire. On a besoin que vous puissiez récupérer des emballages de ce diamètre-là, mais aussi de ce diamètre-là, de cette hauteur, etc. Donc ça a été le premier point. On a fait un premier appel d'offres récupération où on a travaillé avec les fournisseurs de machines. Et ensuite, on s'est tourné vers les distributeurs qui vont accueillir ces machines, qui vont mobiliser de l'espace de vente pour mettre ces machines. Donc il faut quand même faciliter cette étape-là. Et donc on leur a demandé de lever la main pour dire quels étaient les magasins qui voulaient prendre part à l'activation 4 régions. Et aujourd'hui, on est sur un chiffre approximatif d'un peu plus de 700 magasins qui ont levé la main et qui vont recevoir dans les mois qui viennent ces outils de récupération. Un autre point central, c'est le lavage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne fera de compromis sur le lavage, c'est-à-dire personne ne fera de compromis sur la qualité d'un emballage lavé. Il ne peut pas y avoir de différence en fait entre un emballage neuf qui sort des usines du verrier et un emballage lavé qui sort des usines du laveur. Ça relève de la sécurité alimentaire d'ailleurs. Les industriels ne prendront pas ce risque. Et ils se doutent que le consommateur non plus. Donc oui, on se parle de sécurité alimentaire et sanitaire. Et donc ça nécessite des équipements particuliers, une inspectrice automatique qui va regarder s'il ne reste pas des éléments de saleté ou au contraire des éléments de bris de verre. Ça aussi, ça peut arriver, hein. C'est très important. Les équipements, ils existent. Pour la plupart, ils sont déjà utilisés dans des pays comme l'Allemagne, par exemple. Mais ça représente un certain coût. Et donc, nous, on accompagne et on finance en direct l'investissement pour les laveurs qui réaliseront ces prestations de lavage pour l'activation 4 régions. Et l'autre point qui était quand même assez important, c'était les volumes d'emballage Erker. Les verriers, ils lancent pas les fours pour 500 ou 2000 bouteilles. On est plutôt sur des nombres à 5, 6 chiffres, hein, même plus. Donc là, il fallait pouvoir passer commande. Et donc là aussi, Citeo s'est porté volontaire. Et donc on achète l'ensemble de ces premières productions emballage Erker que vous voyez sur la table. Et évidemment, je vous en ai parlé, il fallait faire émerger ce fournisseur de services à qui on confie la gestion de cette boucle. Il faut contractualiser avec les metteurs en marché, avec les distributeurs, avec les laveurs, avec des transporteurs. Il faut s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Il faut apporter beaucoup de réponses parce que les gens ont envie d'y aller, mais ils se posent énormément de questions et ils ont bien raison. Et donc, on a mis en place, on a fait un appel à manifestation d'intérêt pour connaître les entités qui voulaient tester et se porter et devenir le fournisseur de services de l'activation 4 régions. Il a été choisi, on est en cours de contractualisation et il sera à nos côtés la semaine prochaine pour le Reuse Day et il est déjà sur notre stand Hall 9, stand A13 et il s'appelle Go Réemploi. Et vous avez Fabrice Pelletier qui est au premier rang ici, qui le représente. On est très contents, il y a eu plusieurs candidatures. Donc c'était déjà une confirmation que le modèle mobilisait et qu'on avait
plusieurs opérateurs qui étaient, comment dirais-je, qui se sentaient légitimes pour porter ces missions. Il se trouve que le consortium Go Réemploi a été le plus convaincant. Et qu'est-ce qui reste? Alors ça, c'est des illustrations pour les automates qui vont être mis en place dans les magasins, grand format, moyen format. Et puis pour certaines enseignes qui n'ont pas l'espace disponible ou qui pour d'autres raisons souhaiteraient avoir quelque chose de plus manuel, on va avoir des douchettes de déconsignation pour scanner les emballages avec un petit terminal comme vous le voyez à droite. Ça ressemble à un terminal de carte bleue, sauf qu'en fait ça émet le remboursement de la consigne. Voilà pour la partie opérationnelle. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question concernant cette petite merveille, en fait, hein, le verre, magnifique. S'il n'a pas rencontré un petit accident durant sa durée de vie, elle correspond à quoi? Est-ce que vous avez une idée de combien de fois où une bouteille comme ça peut être réemployable? Alors, techniquement, un emballage en verre qui est suffisamment robuste, je vous invite la prochaine fois que vous consommez de l'eau dans un café, un hôtel ou un restaurant, vous verrez que la bouteille, elle est particulièrement épaisse et elle est très robuste. Techniquement, ça pourrait faire des centaines de tours, enfin de rotations. Par contre, j'ai un peu menti tout à l'heure quand j'ai dit que la bouteille lavée, elle devait être identique à la bouteille neuve. Ce qui va se passer, c'est que sur les convoyeurs, donc c'est les tapis très rapides où les bouteilles se frottent les unes aux autres, et ben, il va y avoir des zones de friction et il va y avoir ce qu'on appelle des anneaux d'usure. Et vous le verrez aussi sur les bouteilles que vous consommez en CHR. Et ces anneaux d'usure, en fait, ils correspondent à l'âge en réemploi de la bouteille. Si l'anneau il est très fin, elle a peut-être 2 ou 3 rotations. Si l'anneau il commence à être très épais, elle peut avoir 15, 20 rotations sous le pied. Et on le sait, en termes d'acceptabilité consommateur, on sait qu'il y a une limite esthétique, en fait. Et c'est dommage d'ailleurs, parce qu'on peut considérer qu'avec une jolie patine... Mais tout à fait, l'expérience et l'âge est gage de qualité, n'est-ce pas? Oui, mais voilà, on ne va pas lancer le débat. Je pense que les consommateurs... Et voilà, il y a une limite esthétique à justement cet anneau de rodage. Et donc c'est plutôt ça en général qui fait qu'une bouteille est écartée du réemploi. Et de ce qu'on entend, ça se situe autour d'une vingtaine de rotations dans la pratique. Eh bien, merci d'ailleurs de cet éclairage. Ceci étant dit, qu'est-ce qui reste à faire? Alors, de boire une petite gorgée d'eau et plein de choses. Alors, ça fait peur, hein, c'est beau le réemploi, c'est plein de couleurs. Là, en fait, c'est tous les nombreux champs de travail, côté Citeo, côté opérateur de réemploi, côté industriel et côté distributeur. On va retrouver la récupération. Donc tout à l'heure, je vous parlais des dispositifs à mettre en magasin. On va retrouver le lavage et la mise en conformité pour se préparer à l'arrivée des emballages à laver. Le fournisseur de services et la contractualisation avec cette nouvelle structure. Les volumes de production des emballages Aircare. Côté industriel, ils doivent choisir les produits. Ils doivent tester les emballages sur leur ligne. Ils doivent tester des nouvelles étiquettes aussi en termes de design, de graphisme, mais aussi en termes de technologie. Il faut que l'étiquette elle soit lavable. Elle n'a pas comme destinée le centre de recyclage. Elle doit être lavable. Elle doit pouvoir être enlevée via le système de lavage qu'on a imaginé. Et puis ensuite, ils doivent envisager le tarif de ce produit et surtout, ils doivent engager des discussions commerciales avec leurs clients distributeurs pour que ce produit-là, il soit référencé dans 10, 750 des magasins qui font partie de l'activation 4 régions. Donc, ils ont beaucoup de travail. Ils sont mobilisés. Aujourd'hui, je suis passée vite tout à l'heure. On est une 50aine d'entreprises officiellement engagées dans l'expérimentation, dont 6 distributeurs. Le reste, ce sont des marques de boissons, alcoolisées, non alcoolisées et de produits alimentaires.
Il y a du travail aussi côté distributeur, parce qu'eux, ils doivent préparer l'arrivée des équipements de récupération, les RVM. Ils doivent aussi réceptionner la PLV et préparer la mise en place de cette PLV, donc la promotion sur le lieu de vente. Il y a aussi tout un travail passionnant à faire sur la mise en place de la consigne monétaire. Mais ça, encore une fois, je nous le garde pour plus tard. Et puis, il y a ensuite toutes les actions marketing et communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé des campagnes nationales et régionales. Ça aussi, il faut les prévoir. Et il faut que tout arrive en même temps. C'est un puzzle absolument passionnant, dont tout... Et il faut qu'on le termine. Là, il y a 2500 pièces au puzzle. Et il faut le terminer pour le mois de mai de cette année. Donc voilà à peu près le champ de travail, j'ai envie de dire le champ de bataille presque, le plan de travail, c'est un lapsus. Donc certaines actions sont menées directement par les industriels avec l'aide de Citeo. Chaque semaine, on envoie un récapitulatif de ce qu'il faut mettre en place pour les industriels, pour les distributeurs. Depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de travail aussi côté Go Réemploi, côté fournisseur de services, parce que maintenant, c'est lui l'interlocuteur des industriels, au moins sur la tarification de ce service et la préparation, la contractualisation avec les industriels. Et puis voilà, après il y a d'autres acteurs qui vont prendre le relais et qui vont participer, hein, les territoires, les collectivités, les municipalités qui vont pouvoir se faire le relais de nos messages de communication, puisque encore une fois, si le citoyen ne devient pas un consommateur et s'il n'adhère pas, on se sera bien amusé à tout préparer, mais ça risque d'être décevant dans le résultat. Donc on a toutes et tous un rôle à jouer dans cette activation. Voilà. Eh bien, Sophie, on peut bien s'avouer que vous suscitez en nous, j'imagine, c'est partagé, de la curiosité. Donc, cela donne envie de poser des questions. Et pendant que notre collègue hôtesse va se mettre en jambe pour venir cueillir vos questions, vous qui êtes peut-être curieux d'avoir une question ou une remarque, à partager quelque chose avec nous, je me permets de vous poser encore une. Mais oui, mais il faut toujours poser la première question. Voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure, nous étions en train de parler donc des usages, et j'imagine aussi, là, on voit une bouteille, il n'y a pas d'étiquette. Est-ce que quand une personne veut jouer le jeu et utiliser ce genre de bouteille, il y aura donc des critères à respecter par rapport à l'étiquetage des bouteilles, à la façon comme il faut procéder, le type de colle, que sais-je, pour faciliter notamment le lavage? Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses à respecter. Cette bouteille, elle a été conçue pour contenir de nombreuses fois de la bière. Et donc déjà, il faut respecter ça. Et donc, vous ne pouvez pas recevoir une bouteille de bière 33 centilitres Air-Cœur et tester d'y mettre de la lessive ou du gel pour les mains. Donc ça va être cadré dans le contrat d'utilisation de l'emballage. Et ensuite, il y a des recommandations sur justement l'étiquetage, parce que si vous utilisez une étiquette qui ne part pas au lavage, en fait, ça a un grain de sable dans ses rouages. Le laveur qui va récupérer une partie de vos bouteilles, il va constater que ces bouteilles-là, il n'arrive pas à les laver de manière satisfaisante. Et donc, il va remonter ça au fournisseur de service qui va dire, écoute, moi, j'ai reçu un lot. J'ai regardé, du coup, je peux remonter jusqu'au nom de la marque. Est-ce que tu peux te rapprocher de cette marque-là et indiquer qu'on a un problème avec leurs étiquettes? Et ensuite, voilà, c'est tout un dispositif d'incitatif. On sait que le levier financier est relativement efficace pour modifier les pratiques et qu'elles aillent dans le sens des pratiques qui sont cohérentes avec ce dispositif collectif. Et je ne l'ai pas dit, mais donc on va réaborder
toutes les étapes pour l'activation régionale mardi prochain lors du Reuse Day. Le flash code que vous avez là, c'est si vous voulez vous inscrire et suivre les échanges en visio. Il y a capacité illimitée et c'est de 9h30 à 12h30, je crois, le programme, si je ne dis pas de bêtises. On aura la présentation de Go Réemploi, le fournisseur de services, et beaucoup de temps d'échange et de questions avec l'écosystème. Ben voilà, donc je vois que mes collègues hôtesses qui sont là, peut-être sont déjà disponibles pour venir. Je vous passe le micro, peut-être. Y a-t-il des questions? Si vous aviez envie pour venir vers vous. Est-ce que quelqu'un souhaite... Voilà, monsieur. Bonjour. Pierre-Marie Yassimon de l'ADEME en direction régionale Bretagne. Où ça? Basé en Bretagne, pour ma part. Une des directions régionales. Merci beaucoup pour votre présentation. Bravo et bon courage pour ce qui est ni plus ni moins que la mise en place d'une nouvelle filière dans la filière. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Moi j'avais 3 petites questions à vous poser. La première, ça concerne le dispositif à terme, une fois qu'il sera en place. Aujourd'hui, il y a un fournisseur de services qui a été identifié sur cette région Grand Ouest. Est-ce qu'à terme, enfin Grand Ouest, Nord-Ouest, est-ce qu'à terme vous avez déjà une petite idée du nombre de fournisseurs de services que vous imaginez au niveau national et à quel cycle vous imaginez renouveler ce marché-là? Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est... On les fait... Ouais, allez-y, parce que c'est vrai que c'est... J'ai peur d'oublier. Alors... Clairement, l'activation 4 régions, pour nous, c'est un terrain d'expérimentation, justement pour pouvoir collectivement tirer des enseignements. On a voulu le faire de cette manière-là, parce qu'on partait du constat que les boucles régionales existaient, mais qu'on n'arrivait pas à passer à la vitesse d'après. Et donc, quand on a observé les solutions qui, elles, arrivaient à gérer des volumes beaucoup plus importants, on a croisé les deux, en fait, et à travers tous nos ateliers, on est collectivement arrivé à la conclusion, en fait, il faut tester avec un opérateur central qui va coordonner. Mais c'est quand même une approche très, comment dirais-je, très structurante pour le marché. Donc on peut le faire aussi en se disant que c'est le moment de tester ces hypothèses et de relever, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais nous on va avoir un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on va suivre régulièrement. On espère que 18 mois, c'est un pas de temps satisfaisant pour vraiment obtenir tous les enseignements que l'on veut. Et si on arrive à démontrer que c'est la solution qui permet de lever la majorité des freins, dans ce cas-là, il faudra qu'on puisse partager cet élément avec les pouvoirs publics, avec des agences comme l'ADEME, pour se demander comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après, à savoir le déploiement national. On s'autorise, en gros, cette organisation-là parce qu'elle est sur un terrain géographique et calendaire restreint, mais c'est bien dans l'optique d'en tirer des conclusions. On espère que la conclusion elle sera favorable et que du coup on travaillera avec encore une fois les pouvoirs publics à la faisabilité de répliquer ça à l'échelle nationale. Et pour répondre à votre deuxième question, combien on envisage de fournisseurs de services? En fait, nous vraiment notre point d'attention qui sera, je pense, intraitable, c'est que pour que ça marche, pour que l'emballage standardisé, mutualisé fonctionne, il faut qu'il y ait une boucle fermée. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un sache en permanence où sont les quantités, qui est-ce qui fait du stock, qui est-ce qui est en train de les laver. Parce que s'il y a des sorties de route, il faut qu'on puisse les identifier et tout de suite régler le problème. Et ça, je ne sais pas comment on fait dans une boucle ouverte. Donc il pourrait y avoir plusieurs fournisseurs de services, à condition qu'on ait bien une structure méta juste sur la gestion et sur le bon fonctionnement des boucles de réemploi. Voilà. Merci. Pardon, je peux juste me permettre, est-ce que la mobilité n'est pas un sujet là-dessus? Enfin, je vais dire, parce qu'à Paris, par exemple, quand les gens ils utilisent une trottinette, enfin, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque, prenaient une trottinette d'un point A et la déposaient à un point B, est-ce que ce genre de En fait, c'est l'exemple que je prends systématiquement. C'est vraiment la différence entre un système comme... comment ça s'appelle? Vélib à Rennes.
Lorenzo Van Hel. Vélostar. Vélostar, où vous avez un coordinateur. Et Vélostar, il dit, ah bah là, il y a une station qui est vide, je ramène des vélos pendant la nuit. Là, il y a une station qui est toujours pleine, je vais la vider de temps en temps. Et il y a une qualité du service que les utilisateurs rachètent parce que vous avez un coordinateur commun. C'est toujours cet exemple que je prends et merci. Je ne veux pas monopoliser, hein, mais juste une je vais répondre plus vite aussi. Dernière question. Sur le taux de retour, vous avez évoqué qu'effectivement, il y a des emballages qui vont être réemployables, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que vous avez déjà une petite idée en termes d'hypothèse? Vous allez évidemment vérifier ça dans l'expérimentation. Là. Mais de combien, quelle part, quelle proportion d'emballages non réemployables vous allez récupérer via votre système, et puis qu'est-ce que vous comptez en faire? Alors, normalement, les emballages non réemployables, c'est-à-dire un bocal fraîcheur à usage unique qui contient un jus d'orange, ce ne sera pas le même EAN que son équivalent réemployable. Donc, si le consommateur essaye de le mettre dans un automate, on va lui dire cette référence, elle n'est pas acceptée. Et tant mieux, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il récupère un montant de consigne qu'il n'a pas payé initialement. Donc voilà, il faut une perméabilité entre les deux systèmes, au moins pour une fiabilité financière et technique. Donc nous, on a mis en place les garde-fous pour éviter ça. Et du coup, il en fait quoi en fait? Si au moment de s'en débarrasser au niveau du RVM, oui, pas bon. Ça on le travaillera avec les magasins. Ce qu'on constate, c'est que s'il n'y a pas de solution, il le met par terre, c'est dégueulasse, et après, plus personne n'a envie de ramener les emballages vides. Donc probablement qu'on devra les encourager à mettre en place au moins un bac qui permet de récupérer tout ça. Mais oui, clairement, c'est ça qu'ils font. En Allemagne, on a des photos. Merci pour vos questions, monsieur. Il n'y en avait pas une troisième ? Il n'y en avait pas une troisième? Ah oui, non, mais je vous la poserai après parce que sinon, je vais monopoliser. Merci. Pour revenir vers vous, simplement, est-ce que... Voilà, le micro est tout prêt. Ouais, Hugo Marc, journaliste pour Process Alimentaire. J'avais deux questions, mais c'est un peu en lien avec le taux de retour. Est-ce que vous avez planifié un taux de retour qui permettrait d'avoir un modèle économiquement viable? Enfin, est-ce que vous avez fait une hypothèse sur ce taux de retour-là? Oui, bien sûr. Oui. Au tout démarrage, quand j'ai parlé des études et de la modélisation, justement, on s'est posé ces questions-là. Donc nous, on a modélisé un système sur 10 ans, sur une montée en puissance sur 10 ans. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à maturité à plus de 2 millions d'emballages traités chaque année par le... C'est ça, hein, c'est 2 millions. Hein. Non, plus. Hein? Plus. Bon. Je suis désolée, j'ai plein de qualités, mais les chiffres, Donc, on avait une montée en puissance du nombre de références et du coup du nombre d'emballages traités par le dispositif. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on met comme hypothèse pour le taux de retour? Parce qu'en fait, un emballage qui ne revient pas, ça veut dire qu'il faut qu'on en produise un neuf pour le réinjecter et le remplacer. À maturité, on a mis 90%, parce que c'est ce qu'on constate dans des régions matures comme l'Alsace ou comme l'Allemagne. Donc on a voulu se fixer ça comme point d'arrivée. Le point de départ, c'est moins simple. Quand on regarde la réalité des boucles actuelles, hors Alsace, en France, on est très rarement au-dessus de 50%. Voilà, donc ça dépend vraiment ça dépend vraiment des dispositifs. Il y en a qui sont volontaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consigne monétaire. D'autres, il y a une consigne monétaire. Mais bon, voilà, on a voulu quand même partir avec un taux de retour initial à 50%. Donc on sait que c'est ambitieux. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre le paquet sur la partie communication, sur la pédagogie. Mais voilà, c'est cette ligne-là, c'est cette ligne de crête-là qu'on essaye de suivre, être autour de 50% pour le démarrage et aller le plus vite possible à 90% à maturité. Okay. Merci. Et ma deuxième question, je sais qu'il y a Fabrice Pelletier qui a participé à la modélisation de la gamme Aircare. Vous êtes parti sur le choix du verre. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra avoir d'autres matériaux, plastique, carton, je pense pas, mais plastique, etc., où c'est vraiment un focus 100% sur le verre?
Alors non, il n'y a pas un focus 100% pour le verre. C'est les emballages qui sortent en premier parce qu'on n'a pas eu toute l'étape d'étude du comportement du matériau. Nous, ce qu'on appelle les exigences essentielles. Si on choisit une résine plastique, il faut d'abord qu'on s'assure qu'elle peut vivre 20 boucles de lavage, 20 boucles de mise sur des lignes de conditionnement, 20 boucles de consommation aussi. Et donc, sur les résines plastiques, certaines sont encore à l'étude. C'est des tests qui sont longs. Et donc c'est pour ça que le verre sort plus tôt, parce qu'en fait le verre il a déjà fait la démonstration de sa capacité à être réemployé plusieurs fois. Mais on travaille sur des solutions de bouteilles en PET réemployables. Donc ça reste du PET, c'est pas tout à fait le même PET que pour l'usage unique. C'est pratiqué en Allemagne, par exemple. Et on travaille aussi sur des options donc en autres résines plastiques, mais plus pour des boîtes ou des bols qui sont soit en test, soit proches de l'expérimentation. Mais oui, on explore d'autres matériaux. Il y a l'inox aussi, qui est très adapté au réemploi, mais qui a un enjeu économique, parce que l'emballage à l'unité reste assez onéreux. Merci. Je vous en prie. Il y a une page sur notre site internet où on détaille tout ça. Bonjour, Alexandre Gadiou, conserverie Chancerelle et acheteur emballage. J'ai une inquiétude sur ce déploiement, c'est la compétitivité pour les achats de ce type de produits. Alors c'est standard, mais y aura-t-il un prix standard pour les industriels? Et en fonction de la taille des industriels, achèterons-nous tous au même prix? Aurons-nous de la compétitivité au moment de choisir ces emballages et la possibilité de travailler avec des acteurs différents? Alors nous, ce sur quoi on garde la main, c'est quels sont tous les coûts de la boucle qui sont constitutives du calcul du tarif. Quels sont tous les coûts que l'on peut diminuer. C'est pour ça qu'on finance le lavage, c'est pour ça qu'on finance les machines RVM, c'est pour ça qu'on finance la production des premiers emballages Aircare. Ça, nous, on a la main là-dessus et on a tout prévu. Ensuite, il y a justement le tarif du service qui vous est... En fait, vous n'achetez plus un emballage, vous achetez un service. Vous achetez le service qui vous permet d'avoir cette bouteille lavée sur des palettes. Et ça, c'est le fournisseur de service, donc stand A13 Hall 9, qui a la main sur ce tarif-là. Et ensuite, je pense que dans votre question, il y a aussi la compétitivité de votre produit fini. Et ça, après, c'est vraiment la stratégie commerciale des marques individuellement. Oui, mais il y a même au niveau de l'approvisionnement du contenant, c'est de savoir vers quel acteur nous on va se tourner. Est-ce que c'est en direct des fournisseurs, alors pas des fabricants, mais j'imagine des grossistes de ces solutions? En direct auprès du fournisseur de service. Le seul moyen d'acheter et d'utiliser un emballage Aircare, c'est par le biais d'une boucle fermée. On se rappelle du vélo All-Star, le Star, hein? Vélostar et toutes les vertus de la boucle fermée. Et aujourd'hui, cette boucle fermée, on l'a confiée à Go Réemploi, le fournisseur de services. Ok, merci. Donc c'est le seul fournisseur pour l'emballage Aircare. Et il n'y aura pas d'effet de massification? C'est-à-dire que la personne qui achètera 1000 bouteilles... Je vous laisse parler tarifs avec le fournisseur. Même moi, je ne les ai pas vus, les catalogues de tarifs. Bien, merci. Une autre question? Sinon, nous avons monsieur qui est resté en suspens sur sa troisième question importante. Merci. Donc toujours Pierre-Marie Simon de l'ADEME, Direction Régionale Bretagne. Question, finalement j'en rajoute une du coup. Est-ce que sur les bocaux, on pourra aussi remettre les capsules, enfin les bouchons? Alors oui, c'est encouragé pour le retour consommateur. Ça permet de protéger la bague pendant le transport. La capsule, elle, n'est pas réemployée. Il y a un joint en silicone à l'intérieur. On ne sait pas le sécher sans que ça crée des risques sanitaires. Donc non, la capsule, elle est recyclée. D'accord, merci beaucoup. Et puis, je voulais vous poser une question qui va un peu dans le sens de celle de monsieur. À plus long terme, à horizon, mettons, dans 10 ans ou dans 15 ans, enfin,
justement, je ne sais pas quel est le bon horizon temporel pour se projeter, mais vous imaginez qu'on va pouvoir aller vers donc, quels autres types de matériaux, vous l'avez un peu évoqué, et vers quels autres types d'emballage demain, ça va être lesquels les prochains, et on sera sur un déploiement important. À quel horizon? Est-ce qu'il y aura un déploiement, et je pose aussi la question pour les industriels, est-ce que dans 10-15 ans, on aura un déploiement relativement conséquent du réemploi, ou pas tant, et finalement on sera que sur quelques références d'emballage? Voilà, c'est dur de se projeter, mais selon vous, est-ce que vous avez des scénarios possibles? Merci. Non, ma boule de cristal, elle ne marche pas mieux que la vôtre. Donc non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que clairement, les produits alimentaires sont des bons candidats, puisque c'est des produits qui sont achetés régulièrement, avec un temps de mobilisation chez le consommateur qui est court. Et en fait, vous voyez, pour le vélo en partage, ça marche parce que vous faites des trajets quotidiens et que vous ne le stockez pas dans votre garage pendant des semaines. Sinon, il n'y a pas de modèle si on fait ça. Donc c'est vrai que les produits alimentaires s'y prêtent bien. Après, nous, on finance quasiment 200 projets de réemploi depuis 2023. Là, cette année, on a eu encore 250 candidatures. Il y a des projets sur le e-commerce pour remplacer les colis. Il y a des projets en cosmétiques, il y a des projets en détergence. Il y a des projets un peu sur tous les segments de marché. Je pense que nous n'avons d'autre choix que d'observer pendant un temps raisonnablement long pour voir si le conso il a fait un switch, mais pas trop long non plus, parce qu'il y a un moment faut arrêter en fait. Si ça fonctionne pas, d'observer quelles sont la bonne combinaison produit, système de distribution aussi. Parce qu'on le voit, mobiliser les pharmacies, c'est beaucoup plus ça paraît encore plus compliqué que mobiliser la GMS. On est sur des commerçants individuels qui gèrent. Je dis pas que la GMS n'a pas plein de sujets différents, mais donc pour moi c'est une combinaison entre le produit et son taux de renouvellement, l'usage qu'en a le consommateur, le système de distribution, le système de production aussi. Il y a pas mal de produits qui sont fabriqués dans un site pour toute l'Europe, versus des produits qui sont fabriqués dans plein d'usines régionales. Bon, il y a une configuration qui est beaucoup plus apte au réemploi que l'autre. Et puis le dernier point, c'est l'adhésion consommateur. En fait, je pense qu'on apprendra que peut-être que le consommateur il acceptera de faire du réemploi pour des produits apertisés, et puis pour les produits laitiers, pour une raison qu'on ignore, ça marche pas. J'invente, Donc non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que dans les années qui viennent, nous, en tout cas, on sait qu'on veut avoir certaines convictions et continuer à orienter en fait les pratiques, la prise de risque des industriels et donc les financements qui sont associés. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dérouler, j'aimerais bien, mais je n'ai pas la réponse. Nous nous approchons dangereusement du moment de la pause. Donc, si vous êtes d'accord, je me permets de poser la dernière question à Sophie. Et c'est tout simplement concernant votre présence ici au CEFIA. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous avoir entendu pour cette conférence. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous souhaitez faire durant le CEFIA, des rencontres? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous amène également dans les murs de ce Parc Expo? Alors, j'ai été très impressionnée par l'amplitude du salon. Donc, je pense que c'est la première fois pour vous, peut-être. Mais j'avais pas le souvenir que c'était aussi grand en fait les autres années. Du coup, mon ambition, c'est de pas me perdre sur le retour et de regarder au moins le hall 9 où il y a notre stand Citeo, parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire jusqu'à présent. C'est ça les ambitions que je me fixe. Bon, très bien. Tout est bien indiqué. Rassurez-vous, si vous avez envie de faire un tour, vous allez quand même réussir à retrouver le hall 9 et votre stand de Citeo. Merci beaucoup, Sophie. C'était très intéressant. On peut l'applaudir très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Sachez qu'à 15h15, nous allons avoir également une conférence, la conférence de John Hosher, qui sera vraiment passionnante, sur l'intelligence artificielle au service de l'agroalimentaire. Alors, je vous dis à tout à l'heure, 15h15.